Eh ben, bienvenue à toutes et à tous pour cette petite présentation du mémoire que j'ai pu réaliser l'année dernière. L'idée, c'est que je vous présente dans un premier temps le mémoire et puis dans les 15-20 dernières minutes, j'essaierai de répondre à vos questions. Donc, n'hésitez pas à les poser tout au long de la présentation. Je les verrai à la fin, j'essaierai d'y répondre. Alors aujourd'hui, on va parler du changement climatique, donc un sujet assez large, et on va parler de son impact sur le risque cyclonique dans les Antilles. L'idée, c'est qu'en fait, jusqu'à il n'y a pas si longtemps, on devait se contenter de rapports du GIEC, de rapports d'experts scientifiques. On n'avait pas vraiment de quoi travailler. Et là, avec l'essor de la donnée ouverte, c'est-à-dire de données en fait assez expertes et accessibles librement via Internet, on peut commencer à faire des choses. Et l'idée de ce mémoire, c'est de montrer que, en prenant un peu son temps et en questionnant les bonnes personnes, on peut réussir à s'en sortir et à commencer à faire des choses. Alors, ce mémoire, j'ai pu le réaliser avec Marc Bagary, qui était mon tuteur en entreprise et responsable de l'équipe actuariat dans la direction réassurance de Groupama. J'ai également pu travailler avec Olivier Lopez, donc, qui était mon tuteur académique et qui est le directeur de l'ISUP. On va rentrer directement dans le vif du sujet et voir comment ce mémoire se présente. Dans un premier temps, on va essayer de débroussailler un petit peu tout ça, essayer de voir de quoi on parle, quelques éléments de météorologie, de contexte. Ensuite, on va s'intéresser aux données qu'on a utilisées dans le cadre de ce mémoire, à savoir les projections climatiques. On va voir comment on peut extraire l'activité cyclonique de ces projections. En troisième partie, on va s'intéresser à cette activité cyclonique. Et puis enfin, en quatrième partie, on essaiera de transformer cette activité en perte financière pour le groupe. Alors, ce mémoire s'appuie sur les conclusions de deux rapports. Le premier, 5e rapport du GIEC, rapport assez important, sorti en 2014. Donc, le GIEC rassemble des milliers d'experts du climat tout autour du globe. C'est le groupe de travail de référence, je pense que vous en avez sûrement entendu parler. Alors, ces experts-là ont vraiment aucun doute sur le fait que le niveau des mers va augmenter de façon significative d'ici la fin du siècle, les températures également. Ils n'ont également aucun doute sur le fait que l'homme a une grande part de responsabilité dans ces changements. En revanche, pour ce qui est des événements plus extrêmes, comme par exemple les ouragans ou ce genre de choses-là, leurs conclusions sont beaucoup moins tranchées. Ils font néanmoins part d'une proportion grandissante d'événements puissants, mais avec une fréquence annuelle stable, voire en légère baisse. Là, c'est des choses qui sont à considérer avec prudence. Le GIEC fait également part de précipitations associées à ces ouragans qui seraient plus intenses. Dans le sillage du GIEC, la CCR a sorti un rapport l'an dernier, donc la Caisse centrale de réassurance, sur l'outre-mer dans son ensemble, à l'horizon 2050. La CCR fait part d'un coût associé au péril vent qui reste globalement stable, mais des coûts associés à la submersion et aux précipitations qui vont augmenter, ce qui colle avec ce qu'avançait le GIEC. La CCR s'est également intéressée à la fréquence à laquelle les territoires de Guadeloupe et de Martinique allaient être frappés chaque année et à la manière dont cette fréquence va bouger. Elle avance donc des intervalles de confiance en fait pour chacun des territoires. J'ai donné ceux de Guadeloupe et de Martinique, vous les avez sous les yeux. Alors, c'est des intervalles qui sont déjà assez larges et aussi qui sont assez différents. Et c'est ça qui interpelle, étant donné que les deux territoires sont quand même assez proches géographiquement. C'est cette différence-là qui interpelle. C'est pour ça que la CCR rappelle qu'il faut quand même considérer ces chiffres-là encore avec prudence. Elle s'avance néanmoins sur une augmentation de sinistralité à l'horizon 2050 de plus 20% pour l'ensemble de l'outre-mer. Si on parle aujourd'hui des Antilles, c'est simplement parce que Groupama est présent dans les Antilles via sa caisse Groupama Antilles-Guyane, qui est présente précisément en Guyane, en Guadeloupe, en Martinique, à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy. 5 territoires, donc 4 îles. On va parler ici des contrats qui couvrent le dommage aux biens climatiques, donc essentiellement du résidentiel, des commerces et des collectivités, avec un engagement total à fin 2019 d'environ 20 milliards d'euros, montant évidemment fictif ici dans le cadre de ce mémoire. Alors, on parle des ouragans dans ce mémoire. Il faut déjà comprendre de quoi on parle précisément. Un ouragan, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est simplement une perturbation tropicale qui va se développer, qui va grandir et qui va atteindre un stade ultime qui va être le stade d'ouragan. Cette perturbation, elle va grandir grâce
elle va prendre de la force grâce à une eau suffisamment chaude qui permet l'évaporation. Ça, on le voit avec la petite coupe de l'ouragan donnée par Météo France en bas à droite. On voit que c'est vraiment le phénomène d'évaporation qui est important. Et la force de Coriolis joue aussi un grand rôle. Comme on le voit sur la petite carte en bas à gauche, en fait, les termes d'ouragan, cyclone ou typhon désignent un seul et même phénomène. Voilà. Et alors, c'est à peu près tout pour les ouragans. On va voir maintenant comment on peut caractériser leur puissance. Pour ça, il y a différentes échelles qui ont été mises en place. La plus connue et celle qu'on va utiliser ici, c'est l'échelle de Saffir-Simpson, qui est assez simple, mais qui est du coup donc très simple à mettre en place, c'est assez simple à comprendre. L'idée, c'est de catégoriser les ouragans en fonction de leur vitesse de vent maximale. Il y a donc 5 catégories. On peut voir qu'en dessous de la catégorie 1, donc en dessous de vent de 33 mètres secondes ou plus, on arrive sur des catégories comme tempête tropicale ou dépression tropicale, qui sont donc moins puissantes qu'un ouragan. C'est cette échelle qu'on va utiliser. On ne va pas pouvoir utiliser d'échelle plus précise et plus récente, tout simplement parce que les données ne nous permettront pas. On va le voir après. Alors, afin de réaliser des projections climatiques sur le long terme, pas des projections pour la semaine prochaine, des projections dans des dizaines et des dizaines d'années, il est nécessaire en fait de faire des hypothèses sur l'évolution de l'environnement socio-économique terrestre. Pourquoi ça? En fait, tout simplement parce que l'activité économique terrestre va influencer le climat, notamment juste par les émissions de gaz à effet de serre. Pour ça, on a formalisé toutes ces choses-là en quatre scénarios. Ce sont les scénarios dits RCP qui sont donnés ici du plus optimiste, donc le scénario RCP 2.6, au plus pessimiste, le scénario RCP 8.5. Le scénario 8.5, on peut le voir comme un scénario en fait business as usual, c'est-à-dire un scénario où on ne fait rien pour limiter les émissions de gaz à effet de serre tout au long du siècle. Voilà. Alors, dans ce mémoire-là, on va utiliser les données qui proviennent d'un projet qui s'appelle le projet CORDEX, donc Coordinated Regional Downscaling Experiment. Le nom est assez compliqué, mais en fait, il traduit deux objectifs. Le premier, c'est de produire des projections climatiques régionales dans un cadre prédéfini. C'est-à-dire qu'en fait, avant, tout un tas d'instituts climatiques autour du globe produisaient des projections pour telle ou telle zone. Et en fait, c'était hyper difficile d'y avoir accès. Il fallait connaître les personnes. On ne pouvait pas du tout les comparer entre elles parce que ce n'étaient pas les mêmes hypothèses qui étaient prises au départ. C'était complètement inutilisable. Et donc, l'idée là, c'est de fixer un cadre et de faire en sorte que les instituts climatiques produisent dans ce cadre-là pour nous permettre de comparer ces projections-là entre elles. On parle de projections climatiques régionales puisqu'on va se centrer sur des régions précises. Dans notre cas, ça va être la région Amérique centrale, donc qui couvre les Antilles. Deuxième objectif, c'est de rendre ces projections-là accessibles à tous via Internet. C'est les fameuses données ouvertes dont je parlais avant, des données expertes qui sont maintenant accessibles librement via Internet. Alors, comment sont construites ces projections-là? Eh ben, on a un premier modèle qui va être un GCM, un Global Climate Model, un modèle climatique qui va générer des projections sur une maille très large qui recouvre l'ensemble du globe. Et on a un deuxième modèle, un modèle climatique régional qui va passer ces projections-là à une maille plus fine. Voilà, c'est en gros comment c'est construit. On peut se demander finalement, mais si je vais chercher ces projections-là, qu'est-ce que j'aurai, qu'est-ce que je vais télécharger? Eh ben, je vais simplement obtenir des variables qui vont être projetées tout au long du siècle jusqu'en 2100. Et c'est ce qu'on a téléchargé ici. Les données, en fait, ça va être, dans notre cas, on va s'intéresser simplement à la vitesse des vents. Précisément, ça va être la vitesse de vent instantanée à 10 mètres de hauteur, avec un pas de temps de 3 heures et une maille de 25 km. Je vais m'attarder là-dessus, ça veut dire qu'en fait, jusqu'en 2100, toutes les 3 heures, je vais avoir des vitesses de vent qui vont être données tous les 25 km de mon domaine. C'est-à-dire qu'on peut le voir en fait sur la petite carte rouge et jaune que j'ai mise. Toutes les 3 heures, je vais avoir une matrice qui va me donner la vitesse des vents en tous les points de mon domaine. Et chaque point est espacé de 25 km, ça on l'a dit. Sur la carte, par exemple, là, j'ai les vitesses de vent élevées qui apparaissent en jaune et les vitesses de vent les plus faibles qui apparaissent en rouge. Alors, au niveau des modèles climatiques globaux, on en a 3. Ça, on n'a pas vraiment le choix. C'était les 3 données. Ils sont intéressants parce qu'ils sont tous les 3 différemment sensibles au changement climatique. Et puis, pour le modèle climatique régional, là, il n'y a pas le choix. On n'en a eu qu'un seul. C'est le modèle REMO.
Pour ce qui est des conditions de simulation, on voit qu'on a 2 scénarios RCP. On a le plus pessimiste, le 8.5, et puis on a le plus optimiste, le 2.6. On a également des simulations aux conditions historiques, où là, l'idée, c'est de se dire, mais avant de se projeter dans le futur, il faut quand même que je vérifie que si je simule le passé, je retombe bien sur la réalité observée. Et donc, on a des simulations aux conditions historiques, c'est-à-dire des simulations aux conditions du passé. Et on va essayer de voir si ça colle à ce qu'on a observé historiquement. Alors, évidemment, une fois qu'on a toutes ces matrices-là, l'idée, c'est d'extraire l'activité cyclonique de cette succession de matrices, et on va voir comment on peut faire tout de suite. Alors déjà, une première étape, c'est de filtrer ces matrices-là à un certain seuil, 33 mètres secondes ou 16 mètres secondes, je ne vais pas détailler plus ici, mais l'idée, c'est d'isoler les groupes de points où j'ai des vents forts. Et donc, j'atterris avec une espèce une carte comme celle qui figure à droite, où toutes les vitesses sont à 0, sauf celles qui dépassent le seuil que j'ai fixé. Là, par exemple, j'ai 4 zones de vent fort. Ensuite, on va déterminer le nombre de groupes, le nombre d'ouragans sur ma matrice et puis leur centre. Déjà, une première étape, ça va être de passer cette matrice-là, en fait, de transformer ces groupes de points-là en groupes de points dans le plan. C'est-à-dire que je pars d'une matrice et j'atterris avec des groupes de points dans le plan, dans un plan, donc un espace à 2 dimensions. Et une fois que j'ai ces groupes de points-là, je veux déterminer de façon automatique le nombre de groupes et puis leur centre. Pour ce faire, on va utiliser un algorithme de clustering, donc l'algorithme MinShift, qui présente l'avantage en fait, d'être un algorithme déjà de clustering et qui donne en même temps les centres des groupes. Donc, j'ai aucune idée du nombre de groupes au départ. Je veux déterminer de façon automatique le nombre de groupes et avoir leur centre, et j'atterris donc avec ces 2 informations-là à l'issue de cette étape. La troisième étape, c'est en fait, une fois que j'ai fait tout ça sur chacune des matrices, on veut relier tout ça. On veut pouvoir suivre un ouragan sur chaque matrice et donc le repérer sur chacune de ces matrices. Et là, pour ce faire, on va appliquer un critère qui va être le suivant. Je vais avoir un groupe de points à un instant T. Je vais regarder en T plus 1 s'il n'y a pas un groupe de points dans un rayon de 120 km. Si c'est le cas, on considère qu'il s'agit du même ouragan et là, on relie les 2 groupes de points et là, il s'agit en fait du même ouragan. Ce seuil de 120 km, en fait, il a été fixé avec les données de Météo France qui fournit des données sur la vitesse de déplacement d'un ouragan. J'ai des données sur la vitesse de déplacement d'un ouragan. Je sais que 3 heures se sont écoulées entre 2 matrices. Et je peux donc déduire une distance maximale de parcours qui va être là de 120 km. C'est assez improbable qu'un ouragan puisse parcourir plus en 3 heures. On a donc extrait les ouragans. Il y a quelques retraitements à faire. Le premier, c'est tout simplement la suppression des ouragans qui se forment dans le Pacifique. Vous pouvez le voir ici, en fait, on a sur notre matrice, on a tout un tas de coefficients qui décrivent la zone Pacifique. On la voit bien ici, et ça ne nous intéresse absolument pas, tout simplement parce que les ouragans qui se forment dans le Pacifique, et il y en a, ne vont pas franchir l'Amérique centrale et ne vont pas impacter les expositions du groupe. On va donc les retirer. Le deuxième petit retraitement assez important, ça va être la durée de vie minimale. Ici, en fait, on a en fait détecté des ouragans, enfin des ouragans entre guillemets, et il y en a certains qui sont finalement assez peu puissants, c'est-à-dire que c'est des petites perturbations qui, à un instant donné, vont dépasser le seuil de 33 mètres secondes, et là, on va les considérer, nous, automatiquement comme ouragans. Ça pose problème parce que dans pas mal d'études, en fait, on a tout un tas de critères additionnels. On n'a pas que la vitesse de vent, on a la pression, on a tout un tas de choses. Ici, l'idée, c'est de travailler uniquement sur le vent. Ça ferait beaucoup de données, beaucoup de données sinon. Et donc, on s'est intéressé aux durées de vie des ouragans historiques. On s'est rendu compte que dans 95% des cas, un ouragan dure plus de 4 jours et demi. C'est pour cette raison qu'en dessous de 4 jours et demi, on considérera qu'il s'agit juste de petites perturbations sans grosse importance et avec des dégâts mineurs. Troisième correction qui est la plus importante, c'est la correction des vitesses de vent. En fait, si on s'intéresse aux vitesses de vent qui sont sur ces projections-là, on a des vitesses de vent qui sont quand même en fait en quelque sorte tronquées. C'est-à-dire qu'on n'a pas de vitesse de vent qui permettent de générer des ouragans de catégorie 4 ou 5. Ça pose problème étant donné qu'historiquement, il y en a eu. Et là, on va donc corriger les vitesses de vent, toutes les vitesses de vent. On va corriger les vitesses de vent historiques, puis de la même façon, avec les mêmes coefficients, on va corriger les vitesses de vent générées aux conditions futures avec la méthode GEMILA quantile-quantile. C'est une méthode assez classique en météorologie que j'ai utilisée ici, qui présente quelques biais. Je ne vais pas détailler ici.
Et donc, en résumé, un ouragan, c'est quoi? C'est une perturbation qui se forme dans l'Atlantique, qui dure au moins 4 jours et demi et qui engendre des vents supérieurs à 33 mètres secondes sur au moins une des matrices. Ça va être nos critères ici, ça ne va pas être des critères généraux, voilà, ça va être nos critères dans le cadre de cette étude. On a donc notre activité cyclonique, on va donc essayer de voir si déjà historiquement, est-ce que ça colle. Alors, plusieurs choses ici, on va se concentrer d'abord sur le graphique en haut à gauche, ça va être le nombre d'ouragans formés chaque année. Historiquement, on a le petit trait vert qui donne le nombre d'ouragans générés historiquement chaque année. On peut voir que sur les 3 modèles, il y en a 2 quand même qui sont assez proches. Au niveau du nombre d'ouragans formés chaque année, il y en a un qui en génère à peu près 4 fois plus, c'est le modèle allemand, le modèle appelé MPI. Pour ce qui est de la proportion d'ouragans par catégorie, on peut voir en haut à droite que en fait, les modèles sont quand même plus sévères que la réalité observée. On a quand même une proportion d'ouragans de catégorie 4 et 5 assez importante, plus importante qu'observée. Néanmoins, le modèle MPI est quand même celui qui est le plus proche de ce qui est observé historiquement. Enfin, en bas, on a, alors, on parle en bas, figurent les empreintes, c'est-à-dire les trajectoires en fait, des ouragans. On peut voir qu'historiquement, on a des trajectoires en arc de cercle, en forme de C, qui sont observées sur une base historique qui s'appelle URDAT. Je ne vais pas détailler plus ici. Et on a, pour certains modèles, des trajectoires qui posent vraiment problème. J'ai mis les trajectoires là pour le modèle anglais, HADGEM. On a des trajectoires qui sont complètement problématiques. En résumé, en fait, on peut voir ici qu'il n'y a aucun des 3 modèles qui se détache vraiment du lot. On a 3 modèles qui sont différemment sensibles au changement climatique et chacun de ces 3 modèles présente des biais, que ce soit au niveau de l'empreinte, au niveau des empreintes générées, au niveau de la puissance des ouragans générés ou au niveau de la fréquence annuelle. J'ai mis là un petit tableau d'adéquation, inadéquation avec l'historique observé. On va maintenant partir en scénario RCP 2.6, donc les projections futures. On se projette jusqu'en 2100 dans un scénario plutôt optimiste, où les émissions de gaz à effet de serre diminuent, baissent avant 2050. Pour ce qui est du nombre annuel d'ouragans formés, on observe que les 3 modèles sont unanimes. La fréquence annuelle ne bouge pas tout le long du siècle. J'ai mis en bas quelques petites informations qui concernent en fait la proportion des ouragans générés qui vont frapper les territoires de Guadeloupe et de Martinique. Déjà, ce qu'on peut observer, c'est qu'il y a quand même un écart entre conditions historiques et la réalité observée, qui est donnée par la barre verte. Et si on regarde l'écart entre conditions historiques et horizon 2050, on atterrit sur des variations qui retombent à peu près, qui permettent de retomber à peu près sur ce qu'avançait, sur les fameux intervalles de confiance avancés par la CCR qu'on avait évoqué au début. Voilà. Si on part maintenant en scénario pessimiste, donc le RCP 8.5, scénario en fait business as usual, on ne fait rien pour limiter ces émissions. On a sur le nombre annuel d'ouragans formés, on a quelque chose qui se passe là. On a le modèle le moins sensible au changement climatique qui va donner une fréquence annuelle stable. En revanche, dès qu'on est modérément ou fortement sensible au changement climatique, la fréquence annuelle va bouger. Pour le modèle le plus sensible au changement climatique, on a une fréquence annuelle qui croît. Et pour le modèle le moins sensible, on a une fréquence annuelle qui va décroître. Donc là, c'est un peu étonnant. C'est-à-dire qu'en fait, les modèles ne sont pas unanimes sur l'impact que va avoir le changement climatique sur la fréquence annuelle des ouragans. Pour ce qui est de la puissance des ouragans générés, je vous ai mis à droite la proportion d'ouragans de catégorie 1 et 2 et la proportion d'ouragans de catégorie 4 et 5. On voit que tout au long du siècle, cette proportion va croître. La proportion d'ouragans puissants générés va croître tout au long du siècle. Et on va avoir en fin de siècle bien moins d'ouragans moins puissants et bien plus d'ouragans puissants historiquement. Cette inversion est quand même assez notable puisqu'elle est observable sur les 3 modèles. Alors, une fois qu'on a vu toute cette activité cyclonique, on aimerait bien transformer tout ça en perte financière pour le groupe. Et pour ce faire, on va utiliser un modèle catastrophe qui va être proposé par un modélisateur extérieur à Groupama.
Pour rappel, en fait, un modèle catastrophe est composé de 4 petits modules. On va avoir un module aléa qui va, enfin un module dans lequel l'aléa va être généré. Dans notre cas, ça va être des ouragans qui vont être générés de façon probabiliste. On va avoir un module exposition qui va contenir simplement les expositions du groupe, donc c'est-à-dire leur position GPS, ce genre de choses-là, différentes caractéristiques, le nombre d'étages. Tout ça va être combiné au sein d'un module vulnérabilité, où là, l'idée, c'est simplement de dire j'ai une tempête comme ça, j'ai mes expositions, qu'est-ce qu'il y a comme dégâts. Et le module financier, lui, va servir à convertir ces dégâts en pertes financières pour le groupe. Dans notre cas, le module aléa, il va être composé de 10 000 années d'activités cycloniques qui vont être simulées par le modélisateur. Et pour chaque ouragan, je vais avoir toutes les positions, en fait, avec la latitude, longitude, la vitesse des vents en chaque position, la vitesse de déplacement et puis la perte engendrée. Voilà. Alors, on va s'intéresser simplement vite fait à ce modèle catastrophe, puisqu'on va s'appuyer dessus, donc il faut quand même s'assurer qu'il donne des pertes plutôt semblables à ce qui a été observé historiquement. À gauche, on a simplement représenté la perte en fonction de la catégorie de l'ouragan. C'est plutôt rassurant ici, puisque on voit que plus l'ouragan a une catégorie élevée et plus les pertes générées sont importantes. À droite, on a étudié, on a la courbe OEP des pertes générées, c'est-à-dire qu'à chaque montant, on associe une période de retour. Ici figurent en vert les deux ouragans historiques pour le groupe, à savoir Dean et Irma. Dean qui a généré 179 millions de pertes, et en fait, le modèle nous dit ici que une telle perte en fait, a une période de retour de 6 ans et demi en gros, ce qui est en fait une surestimation de la période de retour observée, puisqu'on a en 30 ans d'historique, il n'y a eu qu'une seule perte de ce type observée. Pour Irma, la perte est d'environ 700 millions d'euros. On a une période de retour d'environ 17 ans, ce qui est, alors là c'est un peu plus difficile de se prononcer étant donné qu'on n'a que 30 années d'historique, mais ce qui se dessine ici, c'est un modèle qui globalement surestime quand même les pertes. Alors maintenant, l'idée c'est de combiner en fait l'activité cyclonique observée sur les projections avec ce modèle catastrophe. En fait, nous, on observe des ouragans, mais on n'a aucune idée de la perte qu'ils peuvent causer. C'est pour ça qu'on utilise le modèle catastrophe. Et maintenant, l'idée, c'est d'utiliser ce modèle catastrophe de la meilleure façon possible pour en déduire des pertes. On a deux approches ici. Une première approche qui va énormément reposer sur les données Cordex. Comme je vous l'ai mis, il y a un petit curseur qui symbolise tout ça. C'est une approche en fait, dans laquelle on va associer à chaque ouragan observé sur les projections une perte financière. On va l'appeler la méthode de recherche d'ouragans voisins, tout simplement parce qu'il y a une petite proximité, on va le voir avec l'algorithme des cas plus proches voisins. La deuxième approche, c'est une approche qui repose beaucoup moins sur les données Cordex et qui va s'appeler la méthode de resimulation, c'est-à-dire qu'on va resimuler une activité cyclonique en observant ce qui se passe sur les projections climatiques. J'observe ce qui se passe sur les projections et je resimule une activité cyclonique, donc j'ai une certaine fréquence annuelle, je tire des ouragans de façon aléatoire, on va détailler par la suite. Alors cette première méthode de transformation des ouragans observés en pertes financières, elle s'inspire de l'algorithme des cas plus proches voisins. Pourquoi? Parce que pour chaque ouragan repéré sur les projections climatiques, je vais procéder en fait, île par île, et en fait au voisinage de chaque île, je vais chercher des ouragans qui sont similaires à l'ouragan observé sur mes projections. Précisément, c'est-à-dire qu'en fait, j'observe un ouragan sur les données Cordex et je vais chercher dans les ouragans du modélisateur des ouragans similaires et je vais utiliser leurs pertes. C'est-à-dire qu'en fait, je vais estimer la perte engendrée sur l'île par la moyenne des trois pertes des ouragans du modélisateur. Et évidemment, j'ai mis en dessous la perte totale engendrée par l'ouragan, c'est la somme des pertes engendrées sur chaque île. On peut se demander en fait ici, mais comment est-ce que je cherche des ouragans similaires, des ouragans voisins? Quand on a un point ou un groupe, quand on a un point en fait et qu'on cherche les points les plus proches, il suffit de définir une distance. Et là, on cherche les points avec la distance la plus petite. Ici, on a des ouragans. Alors comment est-ce qu'on fait? Et ben en fait, au voisinage d'une île, un ouragan, je vais le voir comme un nuage de points. J'ai un petit exemple ici avec une île et puis un ouragan à 4
4 positions, je vais le voir en fait comme un nuage de points, un nuage à 4 points dans un espace à 3 dimensions où en fait, chaque point va avoir comme coordonnées sa vitesse de déplacement, la vitesse des vents engendrés et puis la distance à l'île. Je vais donc atterrir avec, pour mes 4 points, 3 coordonnées. Et donc, en fait, rechercher 3 ouragans similaires, ça va simplement être rechercher 3 nuages de points proches via les barycentres. On va s'attarder un petit peu ici sur la notion de barycentre. En fait, l'idée, c'est que pour un nuage de points, le barycentre, ça va consister à associer à chaque point un poids. Et ici, le calcul du poids va être vraiment crucial puisque ce poids va être d'autant plus grand que la distance à l'île est faible par rapport aux autres points. J'ai mis un petit exemple ici. J'ai 4 positions, dont 2 qui sont assez proches de l'île. Donc, c'est ces positions-là qui vont avoir les poids les plus élevés. L'idée derrière ça, c'est que c'est sur ces 2 points que en fait, va être constatée la part la plus importante des dégâts. C'est en ces 2 points-là qu'on va avoir la part des dégâts la plus importante générée. Si on prend un cas complètement théorique où j'ai une île et j'ai un ouragan qui tourne autour de l'île, et en fait, toutes les positions vont avoir le même poids, puisque en chaque point, je vais avoir la même part de dégâts générés. Je ne vais pas avoir de point qui va générer plus de dégâts que les autres. Voilà. Et donc, on peut essayer de voir maintenant quelles sont les pertes engendrées. Alors, là, petite surprise, on voit que pour 2 des 3 modèles, c'est ce qui est mis à gauche, pour 2 des 3 modèles, je vais avoir des pertes qui vont être très faibles ou quasi nulles. On va voir après pourquoi. Pour le dernier modèle, le modèle allemand MPI, je vais avoir des pertes qui vont être là exploitables et qui vont être, dans le cadre du scénario le plus pessimiste, qui vont être plus extrêmes, c'est-à-dire que les pertes faibles vont être encore plus faibles et les pertes élevées vont être encore plus élevées. On peut se demander mais pourquoi pour 2 des 3 modèles, j'ai des pertes nulles ou quasi nulles. Ce qui se passe, en fait, c'est que les ouragans issus des projections, on l'a vu, ils sont associés avec des ouragans similaires qui causent ici aucun dégât, puisque les pertes à la fin sont nulles. La vraie question à se poser, c'est est-ce que cette association est correcte ou pas? Est-ce que l'ouragan que j'ai au départ ne causerait effectivement aucun dégât et l'association est bien faite? Il est associé avec des ouragans qui causent aucun dégât, là, il n'y a pas de problème. La méthode fonctionne, mais c'est les données qui posent souci. Ou est-ce que l'association est incorrecte? C'est-à-dire que j'ai un ouragan qui causerait vraiment des dégâts, mais je l'associe à des ouragans qui n'en causent pas du tout. Et là, c'est problématique puisque c'est ma méthode qui est en faute. En fait, si on s'intéresse aux associations de nuages de points, donc aux associations de barycentres, on peut observer que les associations fonctionnent plutôt bien puisque les écarts entre coordonnées des barycentres sont quand même extrêmement faibles. Je donne par exemple ici, dans 80% des cas, on peut observer que la distance à l'île est inférieure à 10 km entre les deux barycentres, ce qui est extrêmement faible. Voilà, donc on a en fait des ouragans au départ qui ne causent aucune perte. Pour le modèle HADGEM, on l'a vu avant, c'est notamment lié aux empreintes qui se passent en fait très loin des territoires de la caisse. Face à ces soucis-là, on s'est dit, mais est-ce qu'il ne faudrait pas moins s'appuyer sur ces données? Et en fait, c'est ce qui a été fait là. On va d'abord choisir un horizon, un scénario, puis un GCM. Donc l'horizon 2050-2100 historique, un scénario, donc RCP ou en conditions historiques, et puis un GCM. Et puis ensuite, on va simuler l'activité cyclonique à cet horizon. Je vais observer des proportions d'ouragans de catégorie 4, 1, 2, 3, 4, 5. Je vais les observer sur les projections. Et puis ensuite, je vais tirer de façon aléatoire, dans les ouragans donnés par le modélisateur, des ouragans dans des proportions semblables. Par exemple, à horizon 2050, en scénario RCP 2.6 pour le modèle allemand, j'observe 23% de catégorie 5. Eh bien, je vais tirer un certain nombre d'ouragans de catégorie 5 et je vais faire en sorte qu'en moyenne, il y ait 23% d'ouragans de catégorie 5 qui soient tirés. Et je vais faire ça, je vais tirer pour chaque année et à la fin, j'aurai des pertes qui seront donc exploitables. Petit focus là-dessus. Ici, donc, on n'utilise plus que la puissance des ouragans détectés. On n'utilise plus tous les trajectoires, les distances à l'île, ce genre de choses-là. On s'intéresse simplement à la puissance, à la catégorie de l'ouragan généré. On observe voilà, les proportions, par exemple, à l'horizon 2100, on observe les proportions sur les années en fait, 2080-2100. Pour l'horizon 2050, les catégories sont observées sur 2031-2050, et puis en historique, elles sont observées sur 1970-2005. Depuis avant, on dit qu'on tire des ouragans, mais on peut se demander
en fait, combien on en tire? Eh bien, en fait, on utilise une loi qui va être une binomiale négative, qui va être calibrée sur l'historique. Et là, on fait une hypothèse assez importante qui est une hypothèse de stabilité de la fréquence annuelle, c'est-à-dire que qu'on soit en horizon 2050 ou 2100, je vais tirer des ouragans avec une loi qui sera la même. Cette hypothèse-là, elle a été faite en regardant un petit peu ce qui se passe selon les différents scénarios et puis aussi suivant ce qu'a avancé le GIEC, à savoir proportion, une fréquence annuelle globalement stable. J'obtiens donc ici un petit tableau récapitulatif. Alors, on est en scénario 2.6, donc scénario plutôt optimiste. J'ai généré 1000 courbes AEP et puis j'observe les montants moyens de pertes à différentes périodes de retour pour différents modèles. Et puis, voilà. Ici, en fait, ce qui est donné, c'est les écarts de montants moyens en pourcent entre l'historique et 2050 ou alors l'historique et 2100. Alors, il faut prendre un petit temps pour étudier ce tableau, pour bien le comprendre. Simplement, ce qu'on voit ici, c'est que en fait, s'il y a des tendances qui sont observables à l'horizon 2050, par exemple pour le modèle HADGEM, on a des grosses augmentations à l'horizon 2050, plus 28%, plus 14%. Et bien en fait, ces augmentations sont directement calmées à l'horizon 2100. Et pour les deux autres modèles, on a pareil des pertes en fait qui sont très proches de celles observées historiquement, ou alors qui sont un peu plus élevées à l'horizon 2050, mais vraiment quasiment pareil à l'horizon 2100. Donc en gros, en scénario 2.6, on a des pertes qui sont assez semblables à ce qui se passe historiquement. Pour ce qui est du scénario pessimiste, le scénario RCP 8.5, on a là des écarts quand même beaucoup plus importants pour les trois modèles. Pour les trois modèles, et on les voit ici, on a des augmentations quand même assez significatives d'au moins 30% de montant moyen pour chaque période de retour à horizon 2100. Les variations sont beaucoup plus marquées. On peut également noter, ça c'est assez intéressant, on s'est intéressé à la période de retour d'événements historiques et puis on s'est dit, mais à horizon 2100, un événement comme Irma, est-ce qu'il arriverait plutôt une fois tous les 10 ans ou plutôt une fois tous les 5 ans? Comment ça bougerait par rapport à l'historique? Ce qu'on voit dans le tableau juste en dessous, en gris, c'est que en fait, plus l'événement va être puissant, plus la réduction de période de retour va être importante. Ici, Irma, qui est l'événement le plus puissant, et on a également Maria, qui est l'événement le moins puissant. Vous voyez que les variations sont quand même bien plus importantes pour Irma que pour Dean et que pour Maria. Donc ça, c'est à noter. On a des réductions de période de retour, par exemple, pour Irma, qui sont d'au moins 23% et qui vont jusqu'à même 48% pour le modèle Nord-OSM. Notable ici, c'est que ça, on pas arrivé à l'expliquer, c'est que c'est le modèle le moins sensible au changement climatique qui engendre les variations de pertes les plus importantes. Voilà. En conclusion, pour estimer les pertes financières pour le groupe, on s'est appuyé sur un modèle catastrophe et on l'a vu, il était plutôt conservateur. On a utilisé une première méthode qui s'appelle la méthode de recherche d'ouragans voisins qui repose grandement sur les projections climatiques. Et là, on obtient des pertes non exploitables pour plusieurs raisons. Déjà parce que les données ne sont pas parfaites. Si on s'appuie sur les données, il faut déjà qu'elles soient bonnes. Les trajectoires, on l'a vu, étaient problématiques. Et puis, ça, je ne l'ai pas vraiment souligné, mais on a un petit souci de run ici. C'est-à-dire qu'un GCM, c'est un modèle qui comporte une part d'aléatoire et on a ici qu'un seul run. C'est-à-dire qu'on a simulé qu'une seule fois l'activité cyclonique jusqu'en 2100. Pour avoir discuté un petit peu avec l'IPSL, donc l'Institut Pierre-Simon Laplace, donc l'Institut de climatologie qui est basé à Paris et qui participe à ce projet, en fait, idéalement, pour étudier un phénomène comme ça sur le long terme, on a une dizaine de runs. Ici, on n'en a qu'un seul, donc ça pose aussi souci. Face à ces problèmes-là, on a développé une seconde approche qui est la méthode de resimulation, qui repose moins sur les pertes, sur les projections climatiques. En scénario optimiste, des pertes semblables à celles observées historiquement. En scénario pessimiste, là, on a quand même des variations assez importantes avec des réductions de période de retour quand même assez importantes pour les ouragans puissants. À l'avenir, on a pas mal de choses qui vont se passer. On a déjà le 6e rapport du GIEC qui va sortir l'année prochaine, où il y aura, on l'espère, davantage de détails, de précisions sur l'influence de l'homme sur les événements extrêmes comme les ouragans. Et puis aussi, à l'avenir, on aura davantage de données disponibles en ligne
Ça, c'est déjà le cas, en fait. C'est-à-dire qu'entre le moment où j'ai réalisé cette étude, donc fin 2019, début 2020, et maintenant, on a par exemple un autre RCM disponible. Pour rappel, ici, on n'en a qu'un seul. On en a un deuxième maintenant qui est disponible. Donc, à l'avenir, on peut s'attendre à des mailles, par exemple, plus fines. Ça également, ça pourrait être très intéressant. C'est déjà le cas pour l'Europe. Pour l'Amérique centrale, on est encore aux mailles de 25 km, mais ça ne devrait pas tarder. Voilà. Et puis, on peut espérer également d'autres GCM que les trois ici. Voilà, donc merci de votre attention. C'était assez plaisant pour moi de vous présenter tout ça. J'ai conscience que c'était assez rapide, assez succinct. Il y a beaucoup d'informations. Vous pouvez, si vous voulez, poser les questions que vous avez. Je vais essayer d'y répondre. Si vous en avez davantage, cette présentation-là, elle sera normalement disponible d'ici une semaine sur le site de l'Institut des actuaires. Vous pourrez la revisionner pour vous attarder peut-être sur les tableaux à la fin. Si également vous avez d'autres questions, vous pourrez me les poser par mail ou par exemple sur LinkedIn. Voilà. Alors, je vois que j'ai déjà quelques petites questions. Alors, j'ai une question, donc, une question concernant le choix du nombre d'ouragans similaires. En fait, ce qui se passe, c'est que effectivement, ce nombre de 3, il a été assez long à choisir et il est assez déterminant. Pourquoi pas moins que 3, tout simplement parce que faire une moyenne sur moins de 3, ça n'a vraiment aucun sens. Et pourquoi pas plus que 3? C'est tout simplement parce que quand on en prend un peu plus, on observe en fait que les ouragans associés génèrent des pertes qui sont assez différentes les unes des autres. Et justement, cette perte, enfin ce choix de 3 ouragans similaires permet de garder une certaine homogénéité dans les pertes observées sur les 3 ouragans. Même si effectivement c'est un choix qui est quand même assez important et qui a pas mal de conséquences, ça j'en suis conscient. Alors j'ai une autre question qui porte sur la loi qui a été choisie, donc la loi de fréquence utilisée, qui est donc une binomiale négative. En fait, il y avait deux lois candidates, il y avait une loi de Poisson et puis une loi binomiale négative. Et effectivement, le choix de cette loi s'est fait par rapport à la surdispersion de la série. C'est-à-dire que historiquement, on a observé la surdispersion, on a essayé de voir s'il n'y avait pas de la surdispersion. Et finalement, le choix s'est plutôt porté sur la binomiale négative, à savoir que les deux lois collaient plutôt bien, on arrivait à trouver des bons paramètres. Voilà. Après, le souci ici, c'est que ces lois sont ajustées sur très peu de données. Donc évidemment, c'est pas parfait. Voilà. Pour davantage de détails, ce sera donné donc sur le mémoire papier. Il y aura tous les détails. Donc je vous invite donc à le consulter. Alors, j'ai une question. Donc, les pertes engendrées par un ouragan en 1900 sont-elles les mêmes si ce même ouragan a lieu en 2050? Alors, ça, c'est une question, c'est hyper dur d'y répondre. Déjà parce qu'en fait, les expositions bougent, c'est-à-dire qu'en 1900, il n'y avait absolument rien. Alors déjà, il n'y avait pas les expositions du groupe Groupama. On n'avait donc aucune idée des dégâts que ça pouvait causer sur le groupe. Et même en sortant un petit peu de ce cadre assurance, en 1900 et au 19e siècle et même au début du 20e siècle, en fait, il y avait très peu d'appareils de mesure. Et donc, les ouragans étaient assez difficiles à caractériser de façon précise. D'ailleurs, c'est assez marrant, mais par exemple, sur la base de données historiques que j'utilise, on a des ouragans qui datent du 19e siècle. Et alors là, on se dit, mais comment est-ce qu'on peut avoir des ouragans qui datent de là? Tout simplement parce qu'il y a des chercheurs qui se sont dit, on va essayer de recréer des empreintes d'ouragans très anciens. Et pour ça, ils sont allés déterrer des relevés marins. Enfin, j'ai plus le nom exact, mais effectivement, ce qui pose vraiment souci avec les ouragans, c'est que
Il y en a depuis toujours, mais on sait les mesurer précisément que depuis très peu de temps. Et puis, alors après, toujours dans cette même question, les infrastructures n'évoluent-elles pas en vue de réduire ces pertes? Eh ben, justement, l'idée, c'est pour chaque assureur de se demander est-ce que ça vaut le coup vraiment d'être présent sur ce territoire, sachant que il y aura tous ces ouragans-là qui vont arriver. Est-ce que ça va être profitable pour l'entreprise ou non? Ça, c'est une vraie question à se poser. Ou si je suis déjà sur ce territoire, est-ce que vraiment ça vaut le coup de rester sur ce territoire? Alors, j'ai une question qui concerne les empreintes, c'est-à-dire les trajectoires des ouragans. Je vais essayer d'y revenir. Alors, je vais vous remontrer la slide qui concerne ces ouragans historiques. On les voit, et les ouragans historiques et simulés sous conditions historiques. La question, c'est les ouragans simulés ont-ils un comportement erratique ou bien un comportement sensé? Alors, on peut le voir ici, par exemple, pour ce modèle-là. Pour ce modèle-ci, donc HAD GEM qui est présent ici, la trajectoire clairement est complètement erratique en fait. C'est-à-dire que en temps normal, on a vraiment des trajectoires en arc de cercle et ici, on a des trajectoires qui sont extrêmement bizarres. On a l'impression en fait qu'on a tronqué les empreintes en haut. Ça, c'est simplement le domaine étudié qui fait ça. Mais il faut vraiment se focaliser sur la forme de la trajectoire. Et ici, clairement, elles sont assez erratiques. Ça surprend au début. Et en fait, quand on y réfléchit un petit peu, on se rend compte qu'en fait, ces gros modèles GCM, ces énormes machines-là, qui sont extrêmement coûteuses en termes de temps et de mise en place, et même après à faire tourner, c'est vraiment un vrai souci. Enfin, ça prend beaucoup de temps. On se rend compte qu'en fait, un ouragan, c'est rien d'autre ici qu'un phénomène assez rare qui est observé que sur une ou deux variables, la vitesse de vent, la pression. Donc, pour des modèles aussi complets, avoir des trajectoires qui sont un petit peu problématiques, c'est peut-être c'est pas forcément surprenant. Alors, autre question concernant la méthode quantile-quantile. Effectivement, je suis passé un peu vite dessus. La méthode quantile-quantile, donc, elle est utilisée tout simplement parce que les vitesses observées sur les projections posent souci parce qu'on n'a pas d'ouragan de catégorie 4 ou 5. Et donc, pour les corriger, on utilise une méthode qui est la méthode quantile-quantile. Cette méthode-là, l'idée, c'est j'ai une distribution de référence, j'ai une distribution à corriger. L'idée, ça va être en fait j'observe par exemple un certain quantile, le quantile par exemple 66%, eh bien, je vais corriger mon quantile 66% à l'aide d'un coefficient qui va être calculé à partir de la distribution de départ. L'idée, c'est ça, c'est de corriger en fait quantile par quantile. Et on applique en fait les mêmes coefficients en conditions historiques et en scénario RCP. C'est ça qui est important, puisqu'en fait, ce qui nous intéresse vraiment, c'est pas directement la proximité avec ce qui a été observé historiquement. Il faut avoir conscience des biais, mais c'est pas ça qui va nous intéresser vraiment. Ce qui va nous intéresser, c'est le changement entre conditions historiques et RCP. Et étant donné qu'on applique les mêmes coefficients, qu'on soit en conditions historiques ou en scénario RCP, eh bien, voilà. Mais après, cette méthode, effectivement, a des biais. C'est un peu difficile là, de détailler les formules, mais l'idée, c'est ça. C'est vraiment, on procède quantile par quantile. Et puis, on va faire en sorte que le quantile 66% de la distribution qu'on veut corriger corresponde au quantile 66% de la distribution de référence. Et on va procéder comme ça, et puis, et ainsi de suite. Il y a davantage de détails qui sont donnés dans le mémoire version papier. Alors, il y a une question concernant la valeur de la surdispersion de la fréquence des ouragans en fonction. Alors, je vais juste relire la question.
Alors, on me pose une question en fait sur la surdispersion. La surdispersion. Alors, on parle en fait de surdispersion de la fréquence des ouragans en fonction de l'intensité des ouragans. Alors en fait, je fais le petit rappel. Pour la deuxième méthode, on a eu une loi de fréquence. Cette loi de fréquence, elle a été calibrée sur l'historique. Et pour la calibrer, en fait, le choix de la loi, avant de calibrer la loi, pour le choix de la loi, on s'est intéressé à la surdispersion de la série. La série en question, c'est en fait le nombre annuel d'ouragans. Bon, en fait, cette série est extrêmement réduite. Et alors, je ne sais pas si ça répond précisément à la question, mais en fait, cette surdispersion, on ne peut pas vraiment la calculer par intensité, en fait, sinon il y aurait deux observations. On calculerait une surdispersion sur une dizaine d'observations. Bon, je ne sais pas si ça répond vraiment à la question. Et après, il y a une question qui porte sur la dépendance entre intensité et fréquence. Alors, cette dépendance entre intensité et fréquence, alors, ce qui se passe, en fait, c'est que, effectivement, plus un ouragan est intense et moins il est fréquent, c'est observé historiquement. En fait, dans notre cas, ce qui se passe, c'est que on n'a pas vraiment à s'intéresser à cette dépendance, puisque chaque année, on va tirer un certain nombre d'ouragans, puissamment puissant, c'est pas. Je tire un certain nombre d'ouragans, disons 10. Historiquement, j'ai observé 25% d'ouragans de catégorie 5. Je vais faire en sorte de tirer 25% d'ouragans de catégorie 5. Ça, précisément, ça se fait avec une loi uniforme. Sur 0,1, on regarde où elle tombe et on fait en sorte que voilà, si elle tombe avant 0,25, ça va être catégorie 5, et ainsi de suite. Mais voilà. Je pense que pour cette question, il faut peut-être relire la salle sur la deuxième méthode. Je pense que ça répondra complètement à votre question. Une autre question concernant la différence entre la réalité et les modèles. Alors, comme je l'ai dit avant, effectivement, ici, je me suis uniquement intéressé à une seule variable générée par ces gros modèles, qui est la vitesse de vent. Si on s'intéresse en fait, ce qu'il faut vraiment avoir en tête, c'est que ces modèles-là génèrent vraiment plusieurs dizaines de variables différentes. Et donc ici, on a peut-être l'impression parfois que les modèles sont assez déconnectés de la réalité. Finalement, pour les empreintes, effectivement, voilà, ça s'avère plutôt déconnecté de la réalité, mais on voit que finalement, les modèles ont quand même des points d'adéquation avec la réalité et que tout ça, c'est observé sur une seule variable, qui est la variable vent. Et pour ce qui est des autres variables, comme par exemple les températures, la pression à telle altitude, là, pour avoir regardé un petit peu plus en détail, c'est quand même assez fiable. C'est-à-dire que nous, on étudie un phénomène très, très, très local, et c'est là qu'il peut y avoir des problèmes, on l'a vu, des mailles assez larges. Si on s'intéresse à des phénomènes plus globaux, par exemple la hauteur d'eau, les températures, ce genre de choses-là, les données sont quand même assez facilement exploitables et posent peut-être, sûrement, moins de soucis. Voilà. Alors, si vous avez des questions, vous pouvez encore les poser. J'essaie d'y répondre. Encore une fois, j'ai bien conscience que c'est assez rapide et qu'il y a beaucoup de détails. Hein. Mais là, comme j'ai dit précédemment, en fait, la présentation sera disponible sur le site de l'Institut des Actuaires. Et puis, la version papier vous donnera vraiment tous les détails. Voilà. Alors juste aussi, j'ai pas eu le temps de le glisser avant. En fait, je parle de deux scénarios RCP 2.6 et 8.5. On a vu qu'au total, il y en a 4. On peut se demander finalement, mais dans quel scénario on se trouve, dans quel scénario on avance. On avance plutôt vers les scénarios pessimistes, hein. Peut-être pas clairement vers le 8.5, mais clairement pas vers le 2.6, clairement pas vers les scénarios optimistes. Hein. Donc voilà, c'est aussi pour ça que on considère que voilà, le réchauffement climatique va avoir un sacré impact sur
les ouragans de la zone Antilles. Voilà, mais s'il n'y a pas plus de questions, ça a été un plaisir pour moi de partager cette petite présentation avec vous. Voilà, et j'espère peut-être vous revoir en vrai un jour. Et puis voilà, donc vous aurez tous les détails sur le mémoire papier. Et je vous souhaite une très bonne journée. Et surtout en cette première journée de déconfinement. Voilà. Allez, merci à vous.